Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc Elisabeth et moi-même avons le plaisir de vous accueillir et de modérer effectivement les différents intervenants. Cette deuxième journée, comme vient de le dire Christophe Baillet, vient approfondir finalement cette première journée qui a posé les jalons des changements au niveau de notre profession et de la formation. Et donc, notamment autour, Christophe l'a dit, de la prescription, de la consultation infirmière, du leadership clinique, de l'intelligence artificielle et de la recherche. Et donc nous souhaitons cette journée riche en discussions, en échanges. Nous avons laissé du temps, spécifiquement après chaque intervention. En tout cas, nous nous efforcerons de laisser du temps pour vos questions, pour que vous puissiez peut-être changer de posture. En tout cas, elle va peut-être bousculer cette journée, vous apporter des visions peut-être différentes qui permettront peut-être d'amorcer ce changement nécessaire et cette prise de conscience. Effectivement, une profession qui est en quête d'identité, c'est un peu la thématique, vous allez voir, un peu rémanente de cette journée. Et donc pour nous, c'était important et indispensable même de regarder dans le rétroviseur pour éclairer ce futur infirmier. Et donc on a le plaisir d'accueillir Marc Catanas, coordonnateur général des soins de l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, diplômé de l'EHSP, titulaire d'un DEA en sciences humaines. Et donc merci Marc de ta présence. Et puis tu t'es particulièrement intéressé à l'histoire des soins, de l'histoire de la profession infirmière. Et donc tu vas nous éclairer sur les enjeux de la profession infirmière aujourd'hui et demain. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Par contre, est-ce qu'on peut baisser la lumière sur la vidéoprojection, s'il vous plaît, pour la que régie, pour que là, au niveau des... Parce que si vous voulez, il va y avoir beaucoup de documents d'archives. Et les documents d'archives, ils sont anciens et quand on les numérise, il y a beaucoup de pertes. Alors, éclairage historique sur les enjeux de la profession infirmière aujourd'hui. Oser parler aujourd'hui de la profession infirmière sans parler de son histoire, c'est un crime. Donc il faut toujours s'intéresser à tout ce qui s'est passé. Donc l'objectif de cette intervention, c'est vraiment de prendre effectivement, de prendre du recul. Alors, il faut savoir qu'à l'aube de l'humanité, il y avait de nombreux acteurs. Il y a plein de gens qui se sont intéressés aux soins. Il y a d'abord les femmes, des femmes soignantes qui vont devenir plus tard des gardes malades, qui vont s'appuyer sur un savoir soignant acquis de façon empirique. Les savoirs empiriques sont des savoirs d'expérience qu'elles vont se transmettre entre femmes et qui sera dépendant des ressources naturelles. Exemple, je suis une femme, je mange une racine, une demi-heure après j'allaite mon bébé, il vomit et je fais le lien. Et j'apprends par observation de la nature. Il va y avoir des hommes, des médecins, très rapidement. Nous aurons des médecins. Dans la médecine, la médecine, elle est attestée dès l'Égypte ancienne. Et nous aurons des médecins qui vont se centrer sur l'art de guérir. Et les médecins auront une obsession. Ils voudront des bras. Ils voudront des bras pour les aider à travailler sur l'art de guérir. Et Hippocrate déjà en parle, il y fait référence en soulignant dans le premier aphorisme qu'il ne suffit pas que le médecin fasse ce qui lui convient, il faut encore qu'il soit secondé par le malade et par les personnes qui le gouvernent. Des hommes soignants, on sait qu'il y a eu des hommes qui se sont centrés sur les soins, qui n'étaient pas des médecins. On a par exemple des pseudo-infirmiers, mais le terme n'existait pas à l'époque. On avait ce qu'on appelait des nosocomies au IIe siècle après Jésus-Christ, qui étaient des serviteurs de l'armée romaine et qui soignaient les soldats sur les champs de bataille. Nous avons les matrones. Les matrones, ce sont les mères qui ont déjà enfanté, qui ont eu des enfants, et il fallait avoir enfanté pour se doter naturellement de compétences et les transmettre aux autres femmes et donner des soins aux enfants. C'est la grand-mère, c'est la Maya. La Maya, c'est la déesse de la fécondation, le mois de mai, le mois de la fécondation. C'est la Saga, sagesse, sage-femme. Facile. Et donc, il fallait en être passé par là. Il fallait avoir eu son cycle biologique complet pour pouvoir transmettre l'art de l'accouchement aux autres femmes. Ensuite, vous avez tout un tas de praticiens divers, des chamans, des guérisseurs, des sorciers, plus tard des magnétiseurs, plus tard des rebouteux, qui, eux,
considèrent soit qu'ils ont eu un don, et grâce à ce don, ils peuvent soigner, ou considèrent que leur travail est issu d'une transmission orale. Puis plus tard, vers le Moyen-Âge, vous avez des ordres religieux. Donc vous avez des ordres religieux et hospitaliers, des ordres masculins comme les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, les chevaliers de l'ordre teutonique, l'ordre du Saint-Esprit. Et vous avez aussi des ordres féminins, à la différence qu'elles sont cloîtrées. Et il va y avoir, donc on est au début du Moyen-Âge, il va y avoir deux mouvements institutionnels qui vont imprimer le travail plus tard, hospitalier, et la prise en charge de nos patients. Vous avez ce qu'on appelle l'institutionnalisation de la prise en charge des malades. Cette institutionnalisation, c'est la création de l'hôpital. Sauf que l'hôpital, c'était un terme fourre-tout, où on mettait tout et n'importe quoi dedans. La définition de l'hôpital va changer au fil des âges. Il va d'abord être léproserie, maladrerie et enfermerie. Et là, ça a du sens pour nous. Les hospices, qui étaient des lieux d'hébergement, qui ne faisaient pas de soins, c'était comme des hôtels où on accueillait le pèlerin, le voyageur, etc. Les hôpitaux généraux, qui sont plutôt sous Louis XIV, qui étaient des lieux d'enfermement. Et les hôtels-dieux, par contre, les hôtels-dieux, comme celui de Marseille, qui malheureusement est devenu un hôtel, l'hôtel-dieu, c'est un endroit où on soignait des patients et c'est un endroit médicalisé. Donc là, il y avait des médecins. Voilà. Parallèlement, développement de la médecine, naissance des facultés de médecine. La première, c'est Montpellier au XIIIe siècle. La construction de la discipline médicale basée sur une stratégie. Et cette stratégie, c'est l'utilisation de traitements. Le traitement, c'est quoi? C'est une arme pour lutter contre le mal, pour faire reculer la mort. Le soin, ce sont des actes qui permettent de protéger et de perpétuer la vie. Voilà, c'est le début de la technicisation des actes médicaux, vers le XVIIe siècle, et l'hôpital va se médicaliser, et la médicalisation va se produire dans les hôtels-dieux, premièrement, alors que les hôpitaux généraux étaient des lieux d'enfermement, c'était des lieux où on enfermait tous les clochards, tous les gens qui pouvaient poser problème. Et du coup, il y a une fonction qui va émerger, c'est l'infirmier. L'infirmier est un personnage qui va apparaître. Alors, on le date, les dictionnaires, tous les dictionnaires le dateraient au XIVe siècle. Et l'infirmier s'appelait l'enfermier. Et l'enfermier était un personnage qui était dans une enfermerie. Et l'enfermerie, c'est le lieu où on traite et on soigne les malades. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'enfermement. Voilà, ce n'était pas des lieux d'enfermement. Et d'ailleurs ici, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez Monsieur de Crèze, enfermier. Voilà, donc nous sommes donc à partir du XIVe siècle. Et, surprise, j'ai découvert que avant les enfermiers, il y avait les enfermeriers, et donc les ordres hospitaliers au XIIe siècle. Donc cette fonction est beaucoup plus ancienne qu'on pourrait le croire. Et les premiers enfermiers qui exerçaient dans les enfermeries, j'ai retrouvé une espèce de statut, un règlement qui explique le travail de l'enfermier. Et c'est troublant. Il suffit de lire. Il y aura chaque fois que les confrères seront pour coucher et faire le service en leur enclos, un infirmier qui sera levé à 5 h du matin pour servir les confrères. À la PHM, moi, quand j'étais infirmier, je débutais à 6 h du matin. Lequel aura soin de leur faire porter leurs vivres et autres choses nécessaires que la dite infirmerie soit nette. Les infirmiers sont quand même responsables de l'hygiène des chambres, des salles, de la salle de soins. 4 fois, et il sera pour le moins 4 fois le jour auprès d'eux pour savoir s'ils auront besoin de quelque chose. Avertira le supérieur, tiens, il y a les cadres, ou celui qui le représentera pour ordonner qu'ils aient médecin ou autre personne nécessaire selon leur maladie, et ne se retirera pas le soir avant qu'il soit 9 h sonné. Sympa les journées de travail, hein? Voilà. Il aura la clé du lieu où seront mis les drogues, médicaments et autres choses. Qui a la clé de la pharmacie dans les services de soins, à votre avis? C'est les infirmiers. Voilà. Donc c'est très intéressant. Vous avez ici la préfiguration du travail de la salle. Et la fonction de l'infirmier, c'est la surveillance des patients. Et ça n'a pas changé. Donc ça, c'est le socle. Et alors,
grosse surprise, apparition des premiers ratios infirmiers au lit du malade. Nous sommes en 1723, la peste sévit dans les Bouches-du-Rhône. Nous avons construit un grand mur autour des Bouches-du-Rhône qui s'appelait le mur de la peste pour empêcher les gens de sortir et de propager la peste dans la France entière. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a mis? On a créé des petits hôpitaux de fortune. Et là, vous avez lettre d'un religieux bénédictin à son Altesse royale, Madame à l'abbesse de Chelles, sur ce qui s'est passé de plus édifiant à Aix pendant la contagion. C'est-à-dire qu'il explique comment il a rationalisé les ratios au lit du malade. Et c'est intéressant. Voilà, je commençais à régler les salles qui étaient au nombre d'11 grandes, sans compter les petites, je mis à chacun, selon le nombre de lits, 10 infirmiers ou infirmières avec un surveillant. Le mot apparaît. L'ancêtre du cadre de santé, c'est le surveillant. Ce terme a prévalu jusqu'en 2002, surveillant des services médicaux. Voilà. Et donc, ce terme surveillant, c'était quoi? C'était un personnage qui était là pour surveiller que les agents qui travaillaient fassent bien leur travail. Donc, il y avait des surveillants partout. Il y en avait dans les cuisines, dans les buanderies, chez les apothicaires, il y en avait partout. Voilà. Et donc, en sorte que chacun avait la garde de 10 malades, donc une infirmière pour 10. Un infirmier pour 10. Voilà. Donc, nous sommes à peu près au XVe siècle. Un personnage qu'il faut qu'on parle très rapidement, c'est Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul est le premier qui a formé des religieuses aux soins. Donc, ce sont les filles de la charité pour assurer le gouvernement des pauvres. Il les a formées à Paris. Il a envoyé toutes ces religieuses dans la France entière. Il a contractualisé avec les hôpitaux, il a fourni le personnel. Et là aussi, donc c'est du personnel religieux qui a travaillé dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux, contrairement à ce qu'on croit, il n'y avait pas que des religieuses, il y avait des laïcs. Et beaucoup d'hôpitaux étaient laïcs. Et donc il y avait un contrat, elles avaient un salaire, elles avaient un petit salaire et elles avaient, alors je suis logé, j'ai droit à faire mes prières, enfin il y a tout un tas de règlements que je pourrais vous expliquer un jour si on me réinvite. Au début du XVIIe siècle, il y avait 2000 soignantes laïques sous des appellations diverses dans les hôpitaux, mères officières, filles dévotes, etc. Il y avait 6500 soignantes issues des congrégations religieuses, des domestiques impossibles à chiffrer, et le terme infirmier va glisser. Il va glisser des enfermeries à l'hôpital. Et par exemple, nous, à l'Hôtel-Dieu de Marseille, le terme infirmier va apparaître dans les registres de l'Hôtel-Dieu en 1678. Et petit à petit, toute personne qui sera recrutée et qui sera assignée aux salles des patients, ce qu'on appelait les salles communes, aura la dénomination d'infirmier. Voilà. Alors, les religieux vont vivre en bonne intelligence avec les laïcs. Mais dès le XVIIIe siècle, il va y avoir des conflits, et notamment avec les médecins et avec les apothicaires, qui fait que ça ne va pas très bien se passer. Eh oui, conflit parce que les médecins veulent prendre un certain pouvoir puisqu'ils ont ce pouvoir de prescription. Les religieux n'obéissent pas aux ordres des médecins, ils obéissent aux ordres de leurs supérieurs, et ce qui est tout à fait conforme à leur prérogative. Et du coup, à partir de la Révolution française, il va y avoir toute une calomnie autour des sœurs. Certaines vont finir au bûcher, elles vont être pendues ou guillotinées. Et il faut savoir qu'en 1790, il y avait plus de 3000 religieuses dans les établissements hospitaliers. Décret du 17 août 1792, suppression de toutes les congrégations religieuses. Il n'y avait plus de personnel religieux dans les hôpitaux français, ce qui fait qu'il y a eu une énorme dégradation des soins, une énorme dégradation des hôpitaux, parce que les seuls qui étaient un peu formés, c'étaient les religieuses. Les laïcs n'étaient pas formés. Du coup, 8 ans après, Concordat, et un certain Jean-Antoine Chaptal va faire revenir les religieuses. Et alors là, elles vont revenir en nombre beaucoup plus important. La France du 19e siècle, les hôpitaux du 19e siècle auront énormément de religieux, bien plus qu'avant. Et du coup, comme pendant 8 ans, lors de la Révolution, les hôpitaux se sont fortement dégradés, nous nous retrouvons au début du 19e siècle avec des hôpitaux dans des états déplorables. Et puis, pas qu'en France, États-Unis, partout.
Partout, les hôpitaux sont dans des états déplorables. Les infirmiers travaillent 14 heures par jour, ils ont quelques heures de sortie. Les personnels laïcs sont très faiblement rémunérés, ils sont hébergés dans des dortoirs qui sont au-dessus des salles. Vous avez les phtisiques, les tuberculeux, hop, les miasmes montent et on a un taux de mortalité chez les infirmiers qui est exceptionnel. Nous avons des personnels qui ont mauvaise réputation, corruption, détournement de nourriture, bien sûr, ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien, ils gagnent 2 francs 6 sous à un moment donné, ils monnaient les soins. Voilà, c'est pas compliqué. Ils vendent des objets aux malades, ils détournent, ils font des loteries. Ah tu veux un peu de vin, donne-moi 10 francs et tu auras un verre de vin. Les personnels sont présentés lors des conseils d'administration comme le dernier échelon des êtres privés de sens moral, déplorables, inexpérimentés, vénaux, restés là comme infirmiers car ils ont compris qu'ils ne trouveront pas de place ailleurs. Et il y a toujours beaucoup de religieux. Et donc, vous avez une espèce de mélange entre religieux et... Sauf que les religieuses, elles vont se centrer sur les soins spirituelles, elles vont se centrer sur des soins d'intendance et où elles vont faire les soins les plus répugnants parce que, répugnants pourquoi? Parce qu'elles doivent s'occuper du corps souffrant à l'image du corps du Christ qui a souffert sur la croix. D'accord? Donc voilà, nous avons un nombre très important, 1/3 de religieuses, 2/3 de laïcs, malgré la laïcisation, le nombre des religieux progresse. Voilà. Et les hommes, alors contrairement à ce qu'on dit, la profession n'était absolument pas d'origine féminine, elle est d'origine masculine, puisque les premiers chevaliers teutoniques étaient des hommes, et je sais que le métier est né de là. Et du coup, il y avait une forte proportion d'hommes dans les soins. Hôtel-Dieu de Marseille, c'était un hôpital purement laïque. Il y a eu 3 ans des religieuses, on les a mis dehors, parce que Marseille et les religieuses avaient un rapport un peu particulier. Et du coup, il n'y a eu que des laïcs. Et il y avait 50% d'hommes, 50% de femmes pour soigner les patients à Marseille. Voilà. Et donc, vous avez, par exemple, j'ai trouvé une statistique dans les hôpitaux parisiens, 1001 infirmiers pour 333 religieux. Les hommes vont progressivement disparaître parce qu'il va y avoir toute une calomnie sur les hommes. Voilà, ça je vous l'expliquerai après. Les hommes ne referont leur réapparition que dans les années 60. Voilà. Sauf dans les filières psychiatriques et, parce que diplôme d'état psychiatre, enfin diplôme de psychiatrie 55, ils apparaîtront dans les années 60, mais en psychiatrie, dans le brancardage, dans certains métiers, ils resteront. Mais dans les écoles d'infirmières, il y aura très très peu d'hommes. Alors évidemment, tout le monde la connaît, Florence Nightingale. Alors elle a apporté une influence, et là, Florence Nightingale elle va apporter un virage à 180 degrés. Pourquoi ? C'est une femme issue de l'aristocratie, on ne va pas refaire son histoire, mais elle est de l'aristocratie anglaise, elle a la chance d'avoir une éducation et d'avoir fait des études, elle va s'intéresser à la misère des hôpitaux, elle a besoin de se concentrer dans les gens qui souffrent, du coup, elle va visiter tout un tas d'hôpitaux en Europe, elle va faire des statistiques, elle adore ça, et comme elle est assez maligne et elle aime ça, elle va être repérée par le ministre de la Guerre qui va l'envoyer en Crimée. Crimée, c'est en Turquie. La guerre en Turquie, c'est une boucherie. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une boucherie. Du sang partout, des morts partout. Elle va arriver avec 25 filles qu'elle aura soigneusement recrutées et un cuisinier français. Et sur les champs de bataille, elle va faire son petit hôpital. Les médecins ne comprendront pas ce qu'elle fabrique, celle-là. Et elle va dire non, 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 vous gérez la maladie, moi je gère le malade. Donc elle va bien les nourrir, elle va veiller sur son sommeil. C'est pour ça qu'on parle de la dame à la lampe. Parce que tous les soirs, dans la nuit, dans les garnisons, elle vient avec sa petite lampe et elle surveille le personnel. La fonction de surveillance est une fonction essentielle dans les soins. Et du coup, elle va faire chuter le taux de mortalité qui était de 60% à 2%. Le ministre de la Guerre est heureux, elle revient en Angleterre, drapée dans sa dignité avec les honneurs, il lui donne une souscription nationale, je crois qu'elle va avoir 1 200 000 francs, elle va ouvrir la première école d'infirmières. Elle va faire 2 choses, elle ouvre la première école d'infirmières en 1860 et elle va écrire son bouquin qui s'appelle Notes on Nursing, qui va être traduit en France en 1860, donc le bouquin publié en 1860, traduit en France en 1862, sur eBay, vous l'avez à 500 €. L'édition originale pour ceux que ça intéresse. Et ce bouquin va être un best-seller à l'époque et va voyager dans le monde entier.
sauf en France. En France, il ne trouvera aucun écho. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va instaurer une hiérarchie autonome. Donc les probationneurs, c'est les élèves infirmières, les nurses, les staff nurses, les sisters, les matrones c'est moi, c'est les directeurs des soins. Voilà. Donc d'emblée, les premiers directeurs des soins, c'est 1860 en Angleterre. Ailleurs, il n'y en a pas. Création d'une discipline, le nursing, le mot en France a eu du mal à être traduit. On parlait de nurse, N-E-U-R-S-E, et on n'arrivait pas à le traduire. Voilà, et la formation de la nurse, première école 1861, peu de cours théoriques, de nombreux cours pratiques, et elle va influencer les mentalités de l'époque. Elle va modifier la représentation du métier d'infirmier, puisqu'elle part du postulat que pour faire ce métier, il faut être issu des souches nobles. Il faut arrêter de recruter par le bas. Donc, elle va taper sur l'aristocratie et sur les filles qui ont de l'éducation. Voilà. Ce modèle va s'exporter partout. En France, seul l'hôpital britannique va employer des nurses. Le modèle ne prendra pas en 1860, 70, 80. Par contre, aux États-Unis, alors là, le bouquin va traverser l'Atlantique. Et les infirmières américaines, elles vont le lire. Et pareil, guerre de sécession, boucherie, parce que les guerres à l'époque, c'était des boucheries. Les mecs, ils se tiraient à bout portant. Hein. Et du coup, pareil, il y a le ministre de la guerre qui va repérer une infirmière qui s'appelle Dorothy Dix. Elle va l'envoyer sur le front, elle va s'inspirer du modèle anglais, elle va soigner les soldats et pareil, elle aussi, elle va faire chuter la mortalité. Du coup, elle va revenir, même topo, on va lui donner de l'argent, elle va ouvrir les écoles d'infirmières. Sauf que les Américaines, elles vont aller beaucoup plus loin. Première école à Philadelphie, 1863. Boston, 1872. La première nurse diplômée, c'est Linda Richards, en 1873. Mais surtout, elles vont s'appuyer sur le rôle des associations. Aux États-Unis, vous vous pétez un ongle, on crée une association pour vous protéger, pour protéger l'ongle. Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir associatif est extrêmement important. Contrairement ici, où il a complètement périclité. Du coup, 1880, 15 écoles, 1900, 432 écoles et 3600 diplômés. Et je vous ai mis Mary Eliza Mahoney, qui est la première infirmière noire. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, nous vivions dans un pays qui était ségrégué. Et elle va être diplômée de Boston, elle va descendre à Atlanta et elle va ouvrir la première école d'infirmières américaine ségrégée à Atlanta pour le personnel noir. Voilà. Ceci disparaîtra évidemment dans les années 60. Mais elles vont aller plus loin, les Américaines. Elles vont, là où elles ont été fortes, elles vont dépasser le modèle anglais. Elles vont créer l'American Nurses Association, association puissante. Elles vont créer le American Journal of Nursing, le journal qui fait référence, le livre qui fait référence sur les soins aux États-Unis. Elles vont tout faire que pour être infirmier, il y a un enregistrement obligatoire. Elles vont créer l'ordre avant l'heure. Et elles vont créer le Visiting and Health Nursing, c'est-à-dire elles vont créer la fonction d'infirmière visiteuse, qui ne sera créée en France que dans les années 20. Et elles vont encore aller plus loin. Elles vont se mettre en association. Elles vont exiger que la scolarité passe à 3 ans. Elles vont écrire des livres pour les nurses. Le premier manuel de nursing écrit par une nurse pour les nurses, c'est celui-ci. C'est Material Medical for Nurses. C'est de la pharmacologie à l'usage des infirmiers par les infirmiers. D'accord ? Et du coup, elles vont créer un réseau des directrices d'école avec comme présidente Isabelle Hampton Robb, et elles vont aller à la prestigieuse université de Columbia et elles vont travailler l'universitarisation de la formation supérieure en nursing. Et elles vont encore aller plus loin. Allez, la machine, elle est lancée. Nous, on n'y est pas encore. Hein. Je suis désolé. Hein. Elles vont créer la première chaire de nursing avec Mary Adelaide Nutting, qui va écrire, voilà, A History of Nursing, le premier ouvrage qui existe sur l'histoire des soins. Une profession qui ne connaît pas son histoire est une profession vouée à l'extinction tôt ou tard. Elle ne saura pas se défendre. J'y tiens.
Il me reste 5 ans avant la retraite, donc je fais appel aux jeunes. Voilà. Elle va dispenser des cours à l'université de Columbia et elle va écrire le premier ouvrage d'histoire des soins. C'est-à-dire qu'en 30 ans, les Américaines ont bâti la profession infirmière. Point barre, sujet suivant. Voilà. Je pourrais m'arrêter là. Sauf qu'on va revenir en France. Et en France, nous sommes en 1870. Les hôpitaux sont dans un état déplorable. Et un certain monsieur Bourneville, qui est médecin, qui va être peiné de voir que le personnel n'est pas considéré. Il va quand même tout faire pour valoriser le personnel. Mais il a un deuxième problème, il veut chasser les sœurs. Il va tout faire pour chasser les sœurs des hôpitaux et il va mettre en œuvre le processus de laïcisation. Il va créer un grade, garde-malade auxiliaire médicale. Auxiliaire ancilla en latin, ça veut dire servante. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Il va prévoir aussi une formation pour les personnels gradés. Et il va imprimer, il va créer les premiers ouvrages d'instruction des soins infirmiers qui vont forger la discipline infirmière de façon dogmatique. J'avais lu une thèse écrite par un médecin en 1982 qui avait fait tout ce travail de lecture de ces ouvrages. Il dit, elle disait, cette doctorante, ce sont des instructions et des modèles à penser, des modèles à exécuter, excusez-moi. On ne demande pas à l'infirmière de penser, on lui demande d'appliquer. Et ça a énormément imprimé le travail infirmier pendant très longtemps et l'enseignement pendant très longtemps. Ce sont des modèles faits, ce sont des recettes toutes prêtes. On ne demande pas à l'infirmière de réfléchir. Voilà, donc ce sont les premiers ouvrages, j'en ai quelques-uns d'ailleurs, des ouvrages originels. Et du coup, comment était organisé l'enseignement des soins dans le modèle de Bourneville? Il a créé la première école en 1878. Lui, il dit, tout le monde peut devenir infirmier s'il le souhaite. Première année, instruction primaire, lecture, écriture, arithmétique. Et la deuxième année, c'est l'enseignement professionnel. Les leçons sont données par des médecins bénévoles. Je peux vous dire que quand j'étais étudiant infirmier, je me rappelle, les monitrices, on les appelait comme ça, elles galéraient pour trouver des toubibs qui acceptaient d'enseigner les soins, enfin d'enseigner la partie médicale des soins. Donc ça a du sens. Les exercices étaient repris par les surveillantes des services, puis est apparu un personnage qui s'appelle la monitrice. C'est celle qui montre du doigt les enseignements. Et donc, elle va faire réviser les leçons sur les lieux de soins, c'est-à-dire qu'on avait inventé la bi-appartenance. Pourquoi? Parce que la surveillante, souvent, elle apprenait les soins au lit du malade et après, elle allait à l'école d'infirmière donner des cours. Souvent, c'était le même personnage. Donc, la bi-appartenance, on la connaissait déjà. Hein. Voilà. Et vous avez 2 programmes municipaux 1880 dans le modèle de Bourneville et programme de 1910. On voit déjà que les choses changent. Et qu'est-ce qui change entre les deux? Organisation de la profession infirmière. Oula, on a gagné une bataille. Notion de radiothérapie, d'électrothérapie. Le métier de manip n'existait pas. Donc c'est les infirmiers qui passaient les radios. Pratique de laboratoire. Les infirmiers étaient aussi dans les laboratoires, orthopédique et bandage. Voilà. Donc vous avez en gros, mais ça, on le verra plus tard, vous avez en gros un peu les programmes de l'époque. Et donc, petit à petit, on va ouvrir des écoles. Les écoles vont ouvrir les unes après les autres dans chaque dans chaque grande préfecture. 1878, Pitié-Salpêtrière, première école. Marseille, on a ouvert des cours du soir en 1895. L'Hôtel 2 de Lyon ouvre son école en 99. Il va y avoir des écoles privées qui vont commencer à apparaître à Paris. École de la Maison de Santé protestante Bordeaux 1901, ça c'est important. École de l'Hôtel-Dieu de Toulouse, etc. Et il va y avoir 2 lois qui vont venir accélérer, une qui va venir accélérer et une autre qui va freiner le mouvement. Une loi qui va accélérer, c'est la circulaire de Combes qui a obligé tous les grands centres hospitaliers et toutes les préfectures à ouvrir des écoles d'infirmiers. Donc, suite à 1902, il va y avoir des écoles qui vont s'ouvrir. Mais par contre, une loi du 30 novembre 1892 qui crée l'exercice illégal de la médecine en vue d'assurer la sécurité publique, qui vont donner aux médecins, aux dentistes, aux chirurgiens et sages-femmes le monopole de l'exercice de l'art de guérir. Ça va freiner l'émancipation des infirmiers en France, contrairement aux Américains. D'accord ? Et donc, nous sommes en 1900, tout
court. Un deuxième personnage, Anna Hamilton. Anna Hamilton, elle, c'est une femme qui a été une des premières femmes médecins, qui, quand elle a fait son internat à Marseille et à Montpellier, a été horrifiée quand elle a vu la façon dont les soins étaient dispensés. Elle a fait sa thèse sur ça, considération sur les infirmières des hôpitaux. Une fois diplômée, elle a pris la direction de l'école d'infirmières de Bagatelle. Durant sa thèse, elle était allée en Angleterre. Elle a vu les écoles du système Nightingale. Elle a dit, c'est le modèle qu'il nous faut en France. Elle a essayé de l'importer. Elle va créer le grade de nurse à l'image de la nurse anglaise. Elle va refuser les mecs. Elle dit, un homme, c'est pas fait pour soigner. Donc elle est la grande. Elle, ça a été la chasse aux sorciers. Hein, voilà. Elle va créer des hôpitaux-écoles, c'est-à-dire des infirmières qui apprennent le soin, qui apprennent le métier, qui deviendront après directrices pour diriger un hôpital-école. Elle croit beaucoup à ce modèle. Et elle va devenir l'animatrice d'une revue professionnelle mensuelle française, la Garde malade hospitalière, tirée à 1000 exemplaires. Et elle va beaucoup communiquer avec les Américaines. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de lettres qu'elle va envoyer aux Américaines pour s'inspirer aussi de leur modèle. Je considère que la première directrice des soins en France, c'est elle. C'est Anna Hamilton. Même si elle est médecin, elle a été la première à forger une direction de soins. Et du coup, deux modèles vont s'affronter. Le modèle parisien du docteur Bourneville, garde malade auxiliaire médicale exécutante des ordres du médecin avec un savoir limité contrôlé, ouvert à toutes les femmes, issu d'un modèle républicain de promotion sociale, les hommes seront tolérés puis écartés. Le modèle bordelais Hamilton, une garde malade nurse autonome avec une formation de haut niveau complémentaire du savoir médical. Elle disait, à côté de l'homme, c'est une femme médecin qui dit, à côté de l'homme médecin, il faut une femme soignante qui serait son égale. C'est très intéressant, l'ambivalence des genres. Ouvert aux femmes d'une condition aisée, les hommes seront totalement interdits. En plus, avec la Première Guerre mondiale, je peux vous dire que les mecs, ils ont tous été zigouillés, donc franchement, voilà, il n'en restait plus beaucoup dans les soins. Je suis désolé. Mais dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Dans la réalité des faits, vous aviez un personnel laïque très peu formé, avec un début d'accès aux connaissances, avec un savoir limité, des infirmières laïques sous contrôle médical et administratif qui ont un double rôle à jouer, et de l'autre côté, des personnels religieux formés à moindre coût. Les administrations hospitalières préfèrent avoir des religieuses, ça coûte moins cher, hein. Puis corvéable à merci. Et donc, des infirmières religieuses. Du moment où tu es bien avec le chef supérieur congréganiste, tout va bien. Hein. Malléables et vertueuses à souhait vis-à-vis de leur hiérarchie. Première Guerre mondiale. Là, c'est là que l'image de l'infirmière va complètement se modifier. 100 000 infirmières ont été mobilisées et 350 ont perdu la vie. C'est durant la Première Guerre mondiale que l'image de l'infirmière va complètement changer. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y a à peu près 50 écoles d'infirmières qui sont ouvertes. Ces infirmières, elles vont aller sur le front, elles vont soigner les blessés. Et là, les généraux vont dire « mais c'est génial, elles savent soigner les blessés ». Et du coup, ils vont, ça va pousser l'ouverture encore d'écoles d'infirmières et ça va renforcer l'image. Et d'ailleurs, vous avez, j'ai retrouvé un texte du Figaro de 1915 où Théophile, en fait c'est, comment il s'appelle, Émile Bergerat, cite les infirmières comme la 4e armée. C'est la 4e armée de la Première Guerre mondiale. Et il va vraiment encenser ces infirmières. Du coup, de retour de la guerre. Alors là, l'image de l'infirmière qui était déplorable au 19e va devenir mais complètement à l'honneur. Les honneurs vont mettre les infirmières au premier plan. Cela transformer son image. Et d'ailleurs, vous avez le général qui leur donne la médaille. Là, vous avez une princesse infirmière. Et alors même, elles ont droit au baiser du général. Là. Sauf que, il y a un petit effet pervers. L'infirmière va passer de détestable à admirable, puis d'admirable à désirable. Et son image va s'érotiser. Et c'est là que nous découvrons les premières iconographies érotiques. Avec le phénomène de la pin-up dans les années 50 qui va nous venir des États-Unis, l'image de l'infirmière, je suis désolé de le dire, hein, elle va passer dans la pornographie. Voilà. On peut le regretter. Ça, c'est un job de l'ordre infirmier, là. Je ne sais pas où ils sont, là.
L'ordre infirmier, aidez-nous à rechanger un peu cette image. Voilà, message dit. 1920, Madame Chaptal, troisième personnage, arrière-petit-fille de Monsieur Chaptal qui avait fait revenir les religieuses. Elle, fille brillante, intelligente, milieu aristocratique, milieu politique, elle baigne au milieu des politiques, elle fait infirmière, elle fait institutrice, elle est diplômée, elle est bordée de diplômes, de tout ce que vous voulez. Et en fait, elle a la chance d'être au conseil de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et durant ce conseil municipal, elle va surfer sur la vague. Elle va dire, les mecs, vous étiez contents d'avoir des infirmières, mais maintenant il va falloir les diplômer. Donc elle va faire un rapport d'une 30aine de pages qui va être extrêmement brillant, où elle va demander la mise en place d'un diplôme d'État. C'est le premier diplôme d'État qui va être créé en 1922. C'est le brevet de capacité professionnelle infirmière. Je remercie d'ailleurs Christophe Baillet. C'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir un diplôme original. Merci l'école de la Blancarde. Donc, si vous avez des docs, il faut me les envoyer. Hein. Du coup, de 1922 à 1946, il va y avoir la poursuite et l'ouverture de différentes écoles d'infirmières. On va en ouvrir petit à petit. On va passer de 40. Il y en a 330 aujourd'hui. Là, à l'époque, il y en avait une cinquantaine. Et là, 1946, brevet de capacité professionnelle. Le brevet de capacité devient diplôme d'État. Et du coup, avec le diplôme d'État, ça a obligé les administrations hospitalières à recruter des diplômés. Jusqu'alors, on pouvait recruter des gens, infirmiers, sans diplôme. Et d'ailleurs, il y avait encore beaucoup de religieuses qui n'avaient pas le diplôme. Et c'est d'ailleurs l'Union des religieuses de France qui s'est beaucoup opposée au diplôme d'État. Chaptal le voulait dès 1922. La France n'était pas prête. Il ne fallait pas blesser les religieux à l'époque et toutes les, les directions ecclésiastiques. Et voilà, on est dans les années 30. Il existait à l'époque plusieurs diplômes d'infirmières. Il y avait le diplôme d'infirmière hospitalière qui était le diplôme number one. Il y avait visiteuse d'hygiène sociale de la tuberculose, visiteuse de l'enfance, visiteuse de l'hygiène sociale généralisée. Il existait à Paris un bureau central des infirmières, etc., etc. Certaines infirmières avaient les 3 diplômes. Hein. Et là, que va-t-il se passer ? Il va y avoir une première division du travail. C'est-à-dire que, du fait que les administrations hospitalières doivent recruter des infirmiers diplômés d'État, on va retrouver 3 catégories de personnel. Vous aurez à gauche les personnels infirmiers diplômés d'État agréés. Ensuite, au milieu, vous avez des gens, ce sont des infirmiers autorisés sans formation, qui ont 3 ans d'ancienneté. Ceux qui ont 3 ans pouvaient passer un examen de récupération jusqu'en 46. D'autres pouvaient demander une équivalence jusqu'en 51. Et à partir de 51, on arrête tout. Sauf que ces gens disent, nous, on a des compétences. Et donc, les administrations hospitalières avec les syndicats, et là, c'est la première fois que les syndicats vont s'occuper des infirmiers, c'est là, ils vont dire qu'il y a nécessité de créer un grade d'aide-soignant. Et de l'autre côté, personnel domestique, le terme ASH apparaît en 1913 dans les registres de l'AP-HP. Donc, le métier d'aide-soignant est né de la division du travail. Ce n'est pas une construction religieuse ou armée ou ce que vous voulez, pas du tout. Premier décret d'acte. Nous sommes en 1945, il y a un truc qui arrive qui s'appelle la pénicilline. Avec la généralisation de la pénicilline, il va falloir injecter aux patients à domicile une injection le matin, une injection le soir. Les médecins ne peuvent pas le faire. Ils vont le déléguer à des auxiliaires médicaux libéraux. Les soins infirmiers libéraux sont nés grâce à la pénicilline. Et du coup, il va y avoir mise en place de la sécurité sociale, il va y avoir une nomenclature qui va être créée, et les médecins, avec cette nomenclature, les médecins ne seront plus libres de déterminer leurs honoraires, mais seront libres ou pas de déléguer certains actes de la nomenclature aux infirmiers dont ils jugent qu'ils ont la compétence, mais cela nécessite une réglementation. Et du coup, elle va apparaître en 1947. C'est le premier décret d'acte. C'est l'ancêtre du décret d'acte infirmier de 1984. Et regardez l'architecture. Article 1, actes médicaux qui peuvent être exécutés par un auxiliaire médical sur prescription sans la présence du médecin. Et vous avez les injections intramusculaires, la pénicilline. Acte 2, les actes médicaux qui peuvent être exécutés par un auxiliaire médical du fait de la compétence, blablabla. Acte 3,
ceux où le médecin doit être obligatoirement présent, et article 4, c'est l'architecture du décret d'acte. Mais là où ce qui m'a troublé, le mot infirmier n'existe pas. On parle d'actes médicaux pouvant être exécutés par un auxiliaire médical. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout un tas de religieuses qui faisaient des soins qui n'avaient pas le diplôme. Il ne fallait pas froisser les milieux ecclésiastiques. Du coup, j'ai retrouvé une nomenclature de 1955. Il n'y a aucun acte de surveillance. Ce ne sont que des actes médicaux avec les premiers AMI. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Il est écrit « La nomenclature est mal adaptée aux nécessités des soins à domicile. À domicile, il entre dans les fonctions professionnelles de l'infirmière d'assurer sur prescription médicale la surveillance de certains grands malades, sans obligatoirement à chaque visite exécuter un acte inscrit à la nomenclature. Il entre également dans ses fonctions de dispenser un certain nombre de soins d'hygiène, faute de trouver dans l'entourage du malade une personne suffisamment adroite pour le faire. La toilette n'existe pas. Quand vous voyez qu'aujourd'hui les infirmiers libéraux vivent à 80% de la toilette, c'est très intéressant de le voir. La toilette n'était pas considérée comme un acte de la nomenclature. D'accord? Voilà. Et si on revient au décret d'acte, là je vous ai mis toutes les professions avec tous. Faut-il avoir un décret d'acte? Il faut se poser la question. C'est un enjeu aujourd'hui. Les décrets d'acte étaient nécessaires pour la construction de la profession à l'époque où on les a créés. Aujourd'hui, on a du recul. Il faut repenser la notion de décret d'acte. Et je sais que c'est en cours là. Première spécialisation des soins, spécialisation des métiers infirmiers, vous les connaissez, masseur, périculture. Alors le diplôme d'infirmier masseur, il a périclité. Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide d'anesthésiste, infirmier de salle d'opération, psychiatrique. Là, vous avez les nouveaux métiers paramédicaux. Structuration de l'encadrement des soins, ça vous le connaissez, décret du surveillant, etc., etc. Et pourquoi ne pas diriger les soins en France? La seule fonction de direction des soins connue à l'époque, c'était directrice d'école. Mais regardez ce qu'il faut pour être directeur d'école. Être français, être titulaire du diplôme d'État, justifié d'une expérience professionnelle et pédagogique résultant de l'exercice pendant plusieurs années de la profession, de la fonction de moniteur ou de monitrice. Voilà, il n'y a aucun diplôme qui est exigé à l'époque. Et du coup, que va-t-il se passer? On est en 65. L'OMS va demander à ce qu'on ouvre des grandes écoles de spécialisation en soins infirmiers. Et ils vont ouvrir à Lyon, ils vont ouvrir cette merveilleuse école qui malheureusement a fermé. Ils vont ouvrir l'école internationale d'enseignement supérieur pour les infirmiers. C'est la première universitarisation. Et cette école est une merveille. Ils vont recruter qui? Marie-Françoise Collière et Catherine Mordac, qui sont deux personnes qui ont poussé les soins infirmiers à leur paroxysme. Et ça, ces enseignements-là, malheureusement, sont perdus. Le diplôme est un DU d'enseignement et à l'époque, on a écarté l'École nationale de la santé publique. Ils n'ont pas voulu que ça se passe à Rennes. Voilà, ça veut dire qu'à l'époque, on ne parlait pas de management des soins. Du coup, que vont faire les élèves et les enseignants de cette école? Ils vont développer une intense activité intellectuelle de militants. Ils vont aller dans le monde entier. Ils vont mener une activité associative en tant qu'élus. Ils vont aller partout. Ils vont produire des rapports et ils vont avoir des responsabilités au ministère. Ils vont vraiment développer une expertise métier à partir du soin. Ils vont fonder la discipline infirmière. Et d'ailleurs, ils vont écrire tout un tas d'ouvrages. Tous ces ouvrages, les vieux infirmiers comme moi les ont connus dans les bibliothèques des IFSI. Ça, quand je vois aujourd'hui des DRH qui me font la leçon sur les effectifs, les infirmières ont tout écrit. Quand je vois des médecins qui me font la leçon sur l'ambulatoire, elles parlaient déjà d'ambulatoire dans les années 60. Tout est écrit. Il suffit de ressortir tous ces manuels. Voilà, elle parle d'identité infirmière, elle parle d'histoire d'infirmière, de psychologie, etc. C'était déjà très, très poussé. Mais voilà, cette école ne sera pas choisie pour former les infirmiers généraux en 1975. Ce sera une erreur. Quand on va créer le métier d'infirmier général, on va perdre l'expertise métier au détriment de l'expertise managériale. Et ça va se reproduire avec l'encadrement.
avec la création du diplôme de cadre de santé, on a abandonné l'expertise métier au profit de l'expertise managériale. Avec l'officialisation de la fonction de directeur des soins, on a abandonné l'expertise métier. L'infirmier général était un expert métier. Voilà. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Retrouver l'expertise métier. Du coup, une nouvelle ère. Depuis les années 90, qu'est-ce qu'on a ? On a création du service de soins infirmiers, diagnostic infirmier 93. Celle-là, on ne l'a pas vu venir. J'étais infirmier, on ne comprenait pas à l'époque. Création de l'ordre infirmier, développement de la recherche infirmière, premier doctorat. Universitarisation de la formation infirmière, Bobigny. Bobigny, c'était les premiers docs soins en 1992. Dépsychiatrisation de la formation initiale, grosse erreur. On n'aurait jamais dû arrêter le diplôme d'infirmier psychiatrique. Ça, je le dis avec force. Il y avait 4200 heures. Ah, il y a des ISP. 4200 heures en 1979, 420 heures dans le programme de 92, et là, en 2009, un enseignement processus psychopathologique de 80 heures. Par contre, ça, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est la paramédicalisation des prises en charge. Aujourd'hui, les soins se paramédicalisent. Protocole de coopération, développement des infirmiers de pratique avancée, mise en place des SMUR secondaires, mise en place des IGU, infirmiers gériatriques aux urgences, la télémédecine, les consultations infirmières. Voilà, c'est un vrai enjeu aujourd'hui, l'enjeu de la paramédicalisation. Et ça aussi, on ne l'a pas vu venir. Un nombre de professionnels infirmiers qui s'est développé de façon exponentielle. Les infirmiers disent on n'est pas assez nombreux. Non mais ça ne va pas, vous êtes la profession la plus élevée. Regardez ça. Je vous ai mis à gauche le nombre d'infirmiers et à droite la population française. Et j'ai fait un parallélisme de forme. La population française n'a même pas doublé de 60 à 2000. La population infirmière, elle s'est multipliée par 6. On n'a jamais eu autant d'infirmiers en France qu'aujourd'hui. Donc il faut peut-être se poser la question. Et quand on parle de pénurie infirmière, la pénurie infirmière, ce n'est pas le manque d'infirmières. La pénurie infirmière, c'est, à un moment donné, le besoin qui est plus fort que le nombre d'agents que l'on a formés. C'est une inadéquation entre l'offre et la demande. Il y a eu une pénurie en 1974, due à la construction des grands ensembles hospitaliers. Les écoles d'infirmières n'ont pas suivi. Il y a eu une pénurie en 2008-2009, parce qu'il y a eu beaucoup d'infirmiers qui sont partis à la retraite. Le gouvernement n'avait pas fait de statistiques. Il y a eu une autre pénurie lors du Covid, puisqu'il y a eu beaucoup d'abandon d'élèves infirmiers durant ces années-là. Donc, la pénurie, c'est un terme malpropre. Pour moi, c'est une inadéquation entre l'offre et la demande. Donc, pour moi, ce qui fait la force des infirmiers, c'est le nombre. C'est peut-être aussi ce qui fait sa faiblesse. Réfléchissez à ça. Et pour conclure, les enjeux d'aujourd'hui. 1. La profession dans la société. L'impact religieux, il n'existe plus. Attention au retour des calots. Je ne dis pas plus. L'image, elle a beaucoup évolué. Les infirmières elles se sont débarrassées du calot en 1980. Voilà. Moi, j'ai connu, quand j'étais élève infirmier, des endroits où elles avaient le calot. Et elles se sont battues pour ne plus l'avoir. L'image, elle a beaucoup évolué. Mais cette image est très forte, parmi les 200 métiers de l'hôpital. Quand on parle d'hôpital, on parle d'infirmières et de docteurs. Les autres, ils n'existent pas. Le nombre, en perpétuelle augmentation. Jusqu'où ? La place des hommes, il faut faire revenir les mecs, là. Il faut les faire un peu revenir. Toute tentative pour faire revenir les hommes dans la profession a avorté. Donc il y a aussi la question. La culture soignante. Est-ce qu'il existe une culture ? Il serait peut-être temps de repenser la culture soignante et de la poser. Et dans un temple qui s'appelle la bibliothèque. La perte des adhésions associatives. On n'adhère plus. Pourquoi ? La profession au niveau politique. Peu d'infirmiers ont occupé un poste au plus haut niveau de l'État. Je n'ai connu dans ma carrière que 2 infirmiers qui étaient députés. Peu de représentativité politique. L'ordre et sa représentation. L'ordre, quand il est sorti en 2006, ça a été l'horreur. Ça s'est très mal passé. Il y a eu des problématiques de présidence, d'adhésion. Les syndicats n'étaient pas d'accord. L'autonomie professionnelle. Il faut que l'ordre se batte pour la suppression de la notion d'auxiliarat médical dans le Code de la santé publique. Ça, je le dis très fort, là, mes amis de l'ordre, là, c'est le moment, on y va, là. Voilà. Révision du décret d'acte.
On peut réviser le décret, mais avant de le réviser, regardez l'histoire et comprenez pourquoi et comment il s'est construit. Petit conseil d'amis. Profession dans les institutions. La représentation dans les instances, elle est totale. Les infirmiers sont partout à l'hôpital. Les ratios, c'est un sujet qui est en cours. L'accès à la prescription, ça y est, les infirmières peuvent prescrire. Ouh là là, bientôt elles pourront inciser en chirurgie. La problématique de la délégation des actes. Il faut arrêter de déléguer des actes en cascade et on arrête de déléguer du dirty work. Voilà, il faut peut-être aussi déléguer ce qui est noble. Le développement d'une acculturation de la recherche. La recherche en France, on est déjà au tiers. On a beaucoup de choses à faire. La biappartenance. Il faut travailler lieu de formation, lieu d'exercice. La place de la direction des soins, qui est sans cesse bousculée, reconvoquée. La profession dans les institutions, l'universitarisation, l'absence de chaire d'histoire des soins. Il faut, mes amis de l'université, là, il faut créer une chaire d'histoire des soins. Donc on y va. Allez, l'acculturation de la démarche de recherche, la formation et son programme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas combien il faut d'années pour former un infirmier. La biappartenance, la direction des instituts paramédicaux qui, là aussi, les directeurs d'école ont souvent été méprisés dans l'histoire. J'aurais pu faire aussi un travail sur ça. Recentrer les formations cadres et de direction des soins sur les sciences humaines et l'expertise du métier. Le management a trop pris la place. Et le patrimoine soignant, est-ce qu'il existe? Il devrait exister. Moi, quand j'arrive à la PHM et que je vois la liste de tous les présidents de CME et que je ne vois pas la liste de tous les présidents de commission de soins ou tous les directeurs des soins, ça me gêne. Un jour, je la ferai. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Marc. On va vous proposer avec Elisabeth de poser quelques questions. Monsieur Katanas a moins dépassé que prévu, donc on peut quand même se permettre... Je suis à fond les manettes. Hein. On peut se permettre quelques questions du coup. À fond les manettes. Merci Marc, en tout cas. 100 francs. Ouais. Tu prends les francs? Ben oui, je suis historien. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Oui, en haut, je vois. Là-haut, il y a une question. Madame de Rockefeller à Lyon, je crois. Ah, une école américaine. À Rockefeller, oui. On n'a pas les sous. Hein. Donc oui, moi ma question c'était, moi je suis diplômée de 83 et donc la première année c'était pas du tout le même état d'esprit. On était sur l'homme sain avec des stages juge pour enfants, ANP. Enfin, j'ai absolument pas été en première année dans l'hospitalier. Donc quand est-ce et pourquoi a eu lieu cette rupture? Avec les nouveaux programmes où voilà, moi j'enseigne là, depuis quelques temps et puis donc maintenant il faut à tout prix dans le monde hospitalier dès la première année faire des stages en hospitalier et puis tout de suite s'intéresser à la pathologie. Donc voilà, je voulais savoir pourquoi il y avait eu ces changements. Il faudrait que les personnes qui ont créé le diplôme de 2009 vous répondent. Moi j'y étais pas. Voilà, moi j'étais enseignant à l'époque, mais quand on a créé le diplôme, la formation de 2009, cette formation est venue en rupture. Pour moi, les meilleures formations, les meilleurs programmes pédagogiques, c'était 72 et 79. Et je suis d'accord avec vous. Le programme, d'ailleurs, je le dis en passant, le programme de 72 et 79 ont été créés sous l'impulsion de l'École internationale de Lyon. Donc, et quand vous regardez les enseignements de 72 et de 79, tous les enseignements s'appellent soins infirmiers en. Soins infirmiers en. Ils ont une nature, ils ont une dénomination. Soins infirmiers en. Voilà. Aujourd'hui, processus obstructif. Ok, bon, d'accord. J'en dirai pas plus. Voilà. Et Marie-Françoise Collière, elle disait « Oh là là, les soins palliatifs, on pallie à, on comble un trou. Oh là là, c'est pas du soin, ça. » Donc pour moi, un processus obstructif, mais quel rapport avec le soin? Voilà, donc déjà, moi, ce qui me gêne, c'est la perte de la dénomination soin. Moi, je suis un défenseur du soin. Hein. Déjà. 2, je n'étais pas d'accord avec ce programme et j'avais des collègues qui étaient au ministère, j'ai gueulé comme j'ai pu, on ne m'a pas écouté, voilà. Ça, je le dis aussi. Pour moi, il faut un passage et un rituel, c'est-à-dire, oui, la première année,
quand on faisait des stages à l'hôpital, mais aussi dans les crèches, les machins, santé pub. Par contre, 2e et 3e année, l'étudiant infirmier, il a besoin de se faire la main. Donc il faut qu'il soigne, il faut qu'il pratique, pour qu'il puisse mettre la pratique à distance quand il sera professionnel. Donc je suis désolé, pour moi, je reste très hospitalo-centré. Et je trouve, au contraire, que le programme de 2009 a déshospitalisé. Quand on regarde la part des stages hospitaliers, souvent elle est faible. Elle est faible. Quand on regarde les parcours des étudiants, la part hospitalière est faible. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Merci, Monsieur Catanas. Ouais. Merci, on va enchaîner du coup pour essayer au niveau du temps de... Question. Une dernière question du Alors, coup. dernière Merci. question. très Allez, dernière courte. question, merci beaucoup. Oui. On vous Très écoute. rapide. En fait, c'est une petite question. Enfin, moi, je vous remercie de votre présentation. Je suis là-haut. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Voilà. Je vois rien. Hein. Oui, désolé. Donc, Didier Clapier, moi, je suis cadre formateur à La Réunion. Voilà. Et, ce que j'ai relevé dans votre présentation, c'est... j'ai le sentiment qu'il y avait une certaine autonomie dans le fonctionnement, et notamment dans le système américain. Et donc, c'est ce qui a permis, en fait, toute leur avancée. Moi, j'ai l'impression dans votre présentation qu'on est à 100 ans derrière encore l'Amérique aujourd'hui, enfin le système anglo-saxon plutôt, disons-le comme ça. Et du coup, à votre avis, qu'est-ce qui nous permettrait de rattraper ce retard aujourd'hui? Alors vous avez parlé de la chaire, peut-être, un meilleur développement. Alors là, on voit, on va aller vers développer encore plus l'universitarisation, peut-être entrer un peu plus, et ça va nous permettre d'être plus écoutés, en tout cas, mais j'ai l'impression que ça prend difficilement. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que là, on y va et on ne sait pas trop concrètement encore est-ce que ça va marcher ou pas, en fait. Voilà. Alors, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que le contexte américain n'était pas le contexte français, puisque aux États-Unis, ils n'ont pas eu la fameuse loi interdiction de l'exercice illégal de médecine, le droit de guérir, ce que j'ai expliqué, la loi de 1895 qui donne l'autorisation aux médecins, aux chirurgiens, aux dentistes et aux sages-femmes d'exercer l'art de guérir. Cette loi a venu freiner l'émancipation des infirmières. En revanche, aux États-Unis, cette loi n'existait pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je suis allé aux États-Unis. Pour ceux si vous allez aux États-Unis, la culture associative est forte. Moi, je me rappelle, j'arrive à Boston, j'étais avec des amis, et qu'est-ce que je vois? Je vois une pet pride. C'est les mecs qui arrivent avec leurs serpents, leurs lapins, et ils ont manifesté. Et c'était l'association de protection des animaux. Ils étaient au moins 100 000 et ils ont manifesté. C'est-à-dire qu'il y a une culture de l'associatif qui est très forte aux États-Unis. En France, l'Amphide, qui est la première association infirmière de France, qui existe depuis 1923, ils étaient 10 000 il y a je ne sais pas quand, et maintenant ils sont 3 Pékins. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une perte de la culture associative et une perte des adhésions. Les infirmiers d'aujourd'hui ne réalisent pas que s'ils adhéraient, ça aiderait. Ça aiderait les porteurs des associations à porter ces messages-là. Et du coup, là où elles ont été fortes, les Américaines, c'est qu'elles ont su constituer un réseau. Et elles ont réseauté entre elles et elles ont fait avancer les soins. Et elles ont compris qu'il fallait taper direct à l'université. Et en plus, elles ont fait zéro erreur. Elles ont tapé sur l'université la plus prestigieuse des États-Unis, l'université de Columbia. Voilà, elles ne sont pas allées à l'université de Tatazoï-les-Oies. Voilà, ce que je veux dire, c'est que là, elles ont été malines. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Dire maintenant, moi, je suis vieux, moi, je vous donne les messages. Moi, je pense que la jeunesse, là, faut y aller. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Marc. De rien. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Donc effectivement, il nous paraissait important de faire effectivement ce retour en arrière historique. Je garderai en question et on verra, l'avenir nous y répondra, parce qu'effectivement, en filigrane, Marc Catanas vient questionner aussi la notion autour de la vocation, dont on n'a pas encore
mais on verra un peu plus tard. Et aussi, de mon point de vue, sur la dernière loi de janvier 2025 autour des ratios qualité, des quotas. Et donc ça vient questionner aussi tout ça. Et certainement qu'on aura l'occasion, soit en off, soit au cours des échanges, d'y revenir. Alors, ne soyez pas surpris, nous allons vous proposer à certains moments de la journée des petits interludes qui vont sortir un petit peu du cadre, mais c'est souhaité.